Salut les maîtres zen! Vivre avec un chien difficile est une vraie aventure, pleine de rebondissements, de joie, de tristesse, de colère, de fatigue, d'impuissance. On en parle très peu et pourtant vous êtes nombreux et nombreuses à avoir un chien qui est un petit peu difficile, un petit peu sensible ou en tout cas qui vous a donné du fil à retordre, soit parce qu'il aurait vécu un traumatisme, soit pour une toute autre raison. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale à mes côtés parce que Diane est une jeune propriétaire de chien qui vit avec un chien difficile et vous verrez même quelquefois dangereux, Juno, depuis plus de 2 ans et demi. J'ai voulu l'interroger parce que je veux qu'elle puisse vous raconter avec ses propres mots à elle comment est-ce que son mode de vie a complètement changé depuis que Juno est rentrée dans sa vie. Je sais que Diane n'est pas la seule. Bien sûr, chaque chien est unique et chaque histoire est unique, mais vous aussi, tout a probablement changé de votre vie depuis que vous avez un chien, parce que nécessairement, ça change les habitudes de vie et ça change de référentiel. Vous avez peur de faire faux et c'est pourquoi aujourd'hui, Diane veut vous apporter sa propre expérience de vie et tout ce qu'elle a pu en tirer comme enseignement. Donc cette vidéo va se découper en 3 parties. Dans la première partie, Diane va nous raconter son histoire avec Juno, comment est-ce qu'elle l'a rencontré, comment est-ce qu'ils ont débuté ensemble. Dans la deuxième partie, elle va nous raconter comment est-ce que les problèmes de comportement et d'agressivité ont commencé à se mettre en place et du coup tout ce qui en a découlé, les différentes visites chez différents professionnels canins, etc. Et au final, elle va nous dire dans la troisième partie comment est-ce qu'elle a réussi à stabiliser le quotidien, à ne pas se séparer de son chien et à retrouver calme et sérénité. Alors c'est parti! Alors Diane, raconte-moi, comment est-ce que tu as rencontré Juno? Juno, je l'ai pris un peu pas sur un coup de tête parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un chien. Je venais de me faire larguer et du coup du jour au lendemain, je vivais avec la chienne de mon ex et mon ex et j'avais un plan de vie à l'étranger. Puis du jour au lendemain, j'avais plus rien. Et je suis partie en vacances en Italie dans l'idée très romantique de ramener un chien. Donc j'étais sûre que j'allais trouver un chien, un chiot dans la rue. Ça s'est pas passé comme ça, mais en gros j'ai trouvé une asso qui ramène des chiens d'Italie en Suisse. Et je suis arrivée là-bas et Juno était hyper craintif, mais il a mis sa tête sur mon genou et après il est reparti tout au fond du chenil. Et il y a eu un truc, je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai hésité à prendre sa sœur parce que je me suis dit une femelle sera plus facile, mais sa sœur était encore plus craintive que lui. Et au final, 4 heures après, je suis partie avec lui dans la voiture. Voilà, il avait 7 mois. Ça faisait 3 mois qu'il était dans le chenil. Et avant ça, il était né et avait vécu dans la rue, potentiellement sans contact avec les humains. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit après avec la veto comportementale. Mais alors du coup, raconte-moi maintenant quand et comment ont commencé les problèmes. Alors c'est vrai qu'au début, il avait vraiment peur de tout. Et d'ailleurs, les 2 premières semaines, j'habitais à ce moment-là chez mes parents. J'étais un peu en transition. Il a jamais aboyé. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, j'ai un chien qui aboie pas. En fait, il était juste tétanisé, quoi. Puis plus il a pris la confiance, plus son instinct en fait de territorial et de protection a pris le dessus. Voilà, il a commencé à grogner, à aboyer. Et puis j'ai pris contact avec des premiers éducateurs canins. En fait, les techniques n'étaient pas tout à fait celles qui nous convenaient parce que ça a presque augmenté en fait sa réactivité. C'était des méthodes plutôt punitives et traditionnelles et aussi des cours collectifs avec plusieurs autres chiens réactifs également. Et du coup, ça a augmenté en fait son niveau de stress et surtout ça a baissé ses signaux. Donc il grognait plus, il aboyait plus, il allait directement contre les gens. Et c'est là qu'il a commencé à avoir vraiment des incidents, des accidents même. Et on a eu plusieurs accidents plus ou moins grave, jusqu'au jour où on a eu un accident qui était plus grave, c'est-à-dire que Juno il a mordu quelqu'un jusqu'au sang sur le mollet, c'était devant chez nous. C'est toujours lié bien sûr au territoire, ça on en parlera après. Et là pour moi ça a été un déclic énorme, je me suis dit que j'avais une bombe à retardement en fait entre les mains et que j'avais même une arme dangereuse en fait. Et mon monde s'est écroulé et du coup pour moi c'était vraiment en fait une loterie. Je me disais en fait j'ai un chien qui est lunatique, que je comprends pas et que je peux pas en fait contrôler. À ce moment-là, j'étais vraiment dans l'idée que je pouvais pas contrôler mon chien. Et avant cette première morsure, je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait, de comment mon chien était réactif. Et c'est là que j'ai rencontré Laetitia et qu'on a commencé ce travail ensemble. Quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec Laetitia, je dois avouer que le premier bilan, ça a été très dur pour moi parce que tout d'un coup, il y a eu des mots et il y a eu une espèce de diagnostic, enfin en tout cas un bilan sur mon chien et sur notre relation. Et c'était très dur parce que les premiers conseils, c'était on réduit les balades, on met la muselière, on cache les fenêtres et c'était vraiment assez dur à entendre. Et puis avec le temps, au bout de 2-3 jours, je me suis rendu compte à quel point en fait j'avais enfin compris et que je pouvais aller de l'avant, alors qu'avant j'avais vraiment l'impression d'aller droit dans un mur et là j'avais le sentiment de pouvoir avancer et de faire avec plutôt que de faire contre. Et puis avec le début de ce travail de rééducation comportementale, ça m'a permis aussi de comprendre vraiment où est-ce que la réactivité avait lieu et donc de pouvoir continuer de faire des choses où je savais qu'il n'y avait pas de problème, pas de risque et de faire vraiment très attention aux endroits où il y avait des risques. Et ça a été aussi assez salvateur parce que du coup, j'ai pu un petit peu, au début c'était plus compliqué, mais en tout cas maintenant je peux vraiment
baisser les gardes sur les choses où je sais que c'est OK et faire vraiment très très attention dans les endroits où c'est pas OK, en l'occurrence vraiment à la maison. Et pour ça, je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que par rapport à d'autres propriétaires de chiens réactifs, je peux faire plein de choses, comme je peux aller au marché, je peux aller au bord du lac. Par contre, quand il déclenche, quand il réagit, il peut être dangereux. Donc en fait, voilà, c'est mon histoire, notre histoire à nous, c'est que il n'est pas souvent réactif, mais quand il est réactif, s'il est dangereux. C'est ça qui est vraiment difficile en fait, c'est que quand tout va bien, comme ces derniers 3 mois, c'est super et j'ai l'impression d'avoir presque un chien normal. Et puis d'un coup, il y a un incident, un accident. Et là, bien sûr, mon monde s'écroule. En janvier, on a eu une deuxième morsure et on a été dénoncé au vétérinaire cantonal. On a dû faire le test de comportement, de compétences. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont très durs. C'est vrai qu'à chaque accident, il y a toujours une phase où je me demande si en fait c'est le bon choix, s'il ne serait pas mieux ailleurs. Plein de gens autour de moi m'ont même dit qu'il fallait le piquer, que c'était pas un des chiens qui devait vivre. C'est quelque chose qui est assez dur en fait. Autant de gens extérieurs qui menacent de mort mon chien, ou alors de gens proches de moi qui me disent mais c'est trop dur à gérer pour toi. Et c'est vrai que je sais que ça part d'un sentiment d'amour et de vouloir que je sois bien, mais c'est toujours très dur d'entendre dire en fait peut-être que tu serais mieux sans ce chien, soit replacé, soit carrément euthanasié. Je me suis même dit, moi je travaille tellement avec lui en fait que personne n'aura les ressources pour faire ce que je fais. Donc ça sera toujours pire, si je le replace, ça sera toujours pire. Et c'est vrai que cet incident où il y a eu la dénonciation et où on a dû faire le test, c'était un moment très très stressant. Et puis c'est toujours un peu stressant de se dire que voilà, mon chien, que la police cantonale, ils ont un dossier sur mon chien. Ça s'est bien passé, je suis vraiment contente. Et là-bas, les professionnels ont salué le travail en fait qui avait été fait, que j'avais fait avec Juno, que Juno faisait. Ça montre qu'en fait, avec une année de rééducation comportementale, même s'il reste réactif, on arrive à recadrer certaines choses et voilà, c'est un chien qui peut quand même être en société. En tout cas, les professionnels du canton considèrent que mon chien peut être en société. Et ça, c'est rassurant en fait de voir les experts qui peuvent nous dire ça. Et maintenant, comment je me sens par rapport à la réactivité de mon chien? C'est vrai que du coup, je me sens beaucoup plus en maîtrise de la situation. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des endroits où il est dangereux et je fais vraiment attention dans ces moments-là. Mais j'ai plus l'impression d'avoir un chien lunatique qui a ses moments de folie où où il veut manger tout le monde. Voilà, ça a changé et je me sens beaucoup plus en confiance. Et en plus, tout le travail de rééducation comportementale, ça a renforcé notre relation où il me fait beaucoup plus confiance. Je dirais pas qu'il se retourne vers moi pour savoir s'il doit déclencher ou pas, mais il peut se faire rassurer dans certaines situations, ce qui était une chose avant qu'il ne pouvait pas faire. Et maintenant, avec tout ce que j'ai appris, je peux vraiment comprendre la réactivité de mon chien, voir ses signaux, anticiper les situations, et du coup, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de maîtrise sur son comportement, mais bien sûr sur l'environnement, vu que j'anticipe beaucoup plus les choses. Alors ça fatigue, je suis très fatiguée. Quand je suis en balade, je suis tout le temps les yeux sur lui. Mais au moins j'ai l'impression d'être un peu en contrôle, ou en tout cas je ne me fais pas surprendre en fait par les situations. Il est normal de se poser la question du replacement, il ne faut pas culpabiliser pour ça. Tous les propriétaires de chiens que je connais qui ont eu des chiens difficiles, il y a des moments où ils se posent la question, où ils se disent est-ce que c'est une bonne idée ou pas de garder ce chien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il est bien avec moi? Ma santé mentale et mon cours de vie continuent à être suffisamment bonne, ma qualité de vie en fait, ainsi que celle du chien. Donc c'est tout à fait normal de se poser cette question et je pense même que cette question elle est bénéfique parce que en tout cas les personnes que j'ai accompagnées, ça a toujours amené à une conclusion, donc soit dans des rares cas, vraiment très très rares cas, effectivement en fait pour 1000 raisons c'est mieux de trouver une autre famille pour le chien et dans ce cas-là on replace le chien dans des meilleures conditions et du coup tout va bien. Soit dans la plupart des autres cas, en fait le fait de se poser la question et le fait de se projeter dans potentiellement replacer mon chien, ça permet à l'humain de trouver en lui des ressources énormes. Des fois j'ai même des personnes qui ont mis l'annonce sur internet et qui sont revenues en arrière sur leur décision et qui se sont dit mais en fait je peux pas vivre sans mon chien, je l'aime trop, j'y arrive pas. Et en fait, du coup, ça leur a permis de trouver une force et des ressources comme déménager, se faire accompagner, etc. pour finalement réussir, comme ça a été le cas pour Diane et Juno, à stabiliser, à trouver un équilibre de vie où au final, tout le monde est heureux et tout le monde est bien à sa place ensemble. Il n'y a plus besoin de replacer le chien, mais c'était une étape
importante et nécessaire de se poser la question. Merci Diane pour cette histoire, on arrive sur la dernière partie de cette vidéo. Est-ce que tu serais d'accord de nous dire les 2 erreurs que tu as faites afin que nos auditeurs et auditrices ne les répètent pas? Ouais, alors la première erreur que j'ai faite, c'était de croire qu'il fallait que je domine mon chien. C'était un peu une idée reçue que j'avais jamais eu de chien avant en plus, donc voilà l'idée un peu générale. Et c'est vrai que chaque fois qu'il aboyait, au début je me mettais sur lui, je disais non, je le punissais presque, donc ça c'était la première erreur que j'ai faite. La deuxième, c'était de ne pas savoir lire ses signaux et encore après de ne pas les écouter. Je me souviens qu'au début, quand il grognait, je laissais les gens s'approcher. Et du coup, en fait, tout ça, ça a fait qu'il a pas mal perdu confiance en moi au début. Ça a pris du temps à reconstruire. Et maintenant, quels seraient les 2 enseignements que tu retires de toute cette aventure? Je pense que le premier, c'est d'accepter le fait que ça va être fatigant et que c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi de rester avec Juno et de travailler. Et donc, ça demande certains sacrifices. En tout cas, c'est une contrainte et il faut l'accepter. Et pas être dans le déni ou avoir des œillères, enfin voilà. Et l'autre chose, c'est vraiment de faire un travail de deuil en fait, faire le deuil du chien qu'on avait imaginé, du chien parfait. Et ça m'a pris beaucoup de temps et c'est pas encore tout à fait terminé, mais je pense que c'est vraiment un processus de deuil et de réapprendre à rencontrer son chien tel qu'il est et pas comme on l'a rêvé. Et pour finir cette vidéo en beauté, quels seraient les 2 conseils que tu as envie de transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Le premier, c'est de se faire aider par un ou une professionnelle, vraiment. D'ailleurs, nous avons une vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne sur comment bien choisir son éducateur canin afin de justement trouver dès le début la personne qui va pouvoir vous aider et qui ne va pas empirer les problèmes de votre chien. Parce que c'est vrai que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, à plusieurs, on va plus loin. Et l'autre truc, c'est d'apprendre à me ressourcer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je choisis vraiment de ne pas prendre mon chien, peut-être même d'aller me balader sans lui, de re-remplir les batteries et puis vraiment d'apprécier ces moments-là en fait. Si toi aussi tu as envie d'améliorer la relation que tu as avec ton chien, tu peux télécharger la vidéo gratuite, les 5 conseils pour un chien zen, la vidéo Relax. Je te mets le lien dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo conseil.